sonne 14 heures et c'est l'heure du sport sur la télévision togolaise. Merci d'être au rendez-vous. Nous irons dans un premier temps au royaume chérifien pour retrouver les éperviers en plein stage. Hier, ils ont livré leur premier match face aux séries nationales. Score 2 buts partout. Le débrief de ce match, puis les analyses d'avant la rencontre, la deuxième, ce mardi face au MENA. Puis nous reviendrons au pays où le NATO est à sa 19e journée ce week-end. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue. Sport et détente de ce samedi, c'est également vos rubriques préférées. Nous aurons donc le focus sur le golf et un entretien avec M. Lawson Kaka, ancien international togolais du tennis de table. C'est bien sûr dans Que sont-ils devenus avec Edem Atipoy. Pour nous accompagner cet après-midi, Michel Adjavoin, entraîneur-formateur, et Daniel Dojani, journaliste à la RCJ et secrétaire général de la JCIT. Merci de rester en notre compagnie. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean, bonsoir la TBT. Ça fait 2 jours. Oui, ça fait quelques jours. Oui, tous les jours avec soit vos écrans ou alors sur le terrain. Oui, c'est ça. Il faut quand même dire que nous sommes plutôt en plein de l'activité. Si on n'est pas sur donc, une chaîne pour parler sport, oui, on est sur le terrain pour travailler avec les jeunes joueurs. Voilà. Et sûrement que Daniel vous connaît également ce mérite. Tous les jours, vous êtes sur le terrain. Daniel, bonsoir. Bonsoir Jean et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la télévision nationale. Très en forme, hein? Ah oui, grâce à Dieu, on pète la forme. Oui, qui aime la couleur jaune? Je suis togolais. Il y a les jaunes dans le drapeau national. Voilà, comme les éperviers. Voilà. Et la JCIT? La JCIT porte bien. On vient d'ailleurs de sortir de l'Assemblée générale élective. Nous avons un nouveau bureau. Je pense qu'on va en parler dans cette émission. Tout à fait, voilà, on va en parler. Bien sûr, tu es là pour ça. Merci. Donc, voilà, le décor ainsi est planté. Revenons donc à cette journée qui nous est chère au Togo, samedi, aujourd'hui 28 mars, dernier samedi du mois, donc, et la tradition a été respectée sur toute l'étendue du territoire. Journée nationale du sport, le 41e acte a été l'occasion de sensibilisation dans le Golfe 5. Elle a porté sur l'un des fléaux du moment. Il s'agit du diabète de type 2. Sonia Aménique pour plus de précisions. Selon une étude réalisée par la Fédération internationale de diabète, en 2024, environ 5 personnes sur 100 font le diabète au Togo. Un chiffre inquiétant qui nécessite que des actions soient menées pour freiner ou réduire l'élan de la pathologie. À cette 41e édition de la Journée nationale du sport, ici au terrain à Védi à Nigbe franciscain, Dr François Azouman sensibilise l'assistance sur le diabète du type 2, un mal silencieux. Une initiative de la mairie de la commune Golfe 5 pour réveiller les consciences. Le gouvernement a instruit l'ensemble des communes à motiver les populations de nos communes respectives à pratiquer le sport. Et qui fait le sport est en bonne santé. Et qui fait le sport est prévenu contre diverses maladies. Au nom de l'ensemble du conseil municipal de Golfe 5, avec l'accord du maire principal, M. Agbaniga Avoka, nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs de la commune pour la mobilisation pour cette journée du sport. Le thème, c'est on a essayé de sensibiliser les populations sur le diabète de type 2. Mais avant la sensibilisation, les participants ont été soumis à quelques exercices physiques, un bon remède pour lutter contre ce fléau. L'un des grands sportifs ce plateau, c'est bien sûr Daniel Dojani. Voilà Daniel, la journée nationale du sport aujourd'hui, on a dit à la 41e édition. Oui, je pense que cette initiative du gouvernement, c'est quand même quelque chose à saluer, puisque beaucoup n'ont pas cette culture-là de faire des activités sportives, surtout ceux qui sont occupés toute la semaine à travailler dans les bureaux et tout. Même quand vous êtes seul, c'est difficile de se lever le matin et aller faire du sport. Mais quand c'est un truc national, quand la mobilisation est partout, ça motive. Quand vous voyez des gens passer ou quand vous êtes
dans un même service et les gens disent demain on va aller faire du sport, ça motive et ça permet à certaines personnes, ceux qui n'ont pas cette habitude-là de faire des exercices ou des activités sportives, de le faire également, de pratiquer ces activités-là. Je pense que dans toutes les communes aujourd'hui, c'est devenu une tradition, hein. Chaque dernier samedi du mois, toutes les communes sont mobilisées par rapport à cette activité-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et comme le sujet vient de le dire, ça nous permet d'éviter certaines maladies, surtout les maladies non transmissibles. On l'a dit tout à l'heure, le diabète qui fait des ravages, les hypertensions artérielles et d'autres maladies également. Je pense que c'est quand même une bonne chose que le gouvernement ait instauré cette journée. Prévenir vaut mieux que guérir. Si on peut faire du sport et éliminer certaines maladies et ne pas dépenser des millions pour se soigner, je pense que c'est l'économie qui va bien se porter. Tout à fait, ouais, voilà. Et je pense que dans le golf, d'où tu viens directement, ça a été respecté également ce matin. Oui, ça a été respecté. C'est à Arouatame, sur le terrain du CG d'Arouatame, et que toute la commune Golf 7 s'est retrouvée avec à leur tête Madame le maire du Golf 7, Madame Pascaline Afi Rolali Dangu, et toute la communauté du Golf 7. Et je pense que dans le Golf 7, d'ailleurs, ils ont instauré un système rotatif. Chaque mois, on est dans un village et ça permet de faire le tour de tous les villages, de toutes les localités du Golf 7. Et je pense que c'est une bonne chose. Les gens sont sortis également aujourd'hui pour faire cette activité-là. Voilà, et coach, c'est rentré dans les habitudes. Hein, et des fois, même si ce n'est même pas le dernier samedi du mois, la population, on a une vraie mobilisation autour de ce sport-là qui nous procure la santé. Hein. Absolument, absolument. Je crois quand même que c'est important de se livrer régulièrement, je dis bien régulièrement, j'insiste sur le mot, sur les activités sportives. On ne doit pas attendre le dernier mois, mais si déjà le dernier week-end du mois, on peut s'essayer aux activités sportives, je crois que c'est déjà une très bonne chose et c'est devenu une coutume et que ça se fasse. Mais c'est toujours bien que chaque fois quand on rentre du service, après d'avoir passé tout un temps mobile et crotté sur son siège, il faut peut-être se donner 30 minutes de marche. Si on n'a même pas là où courir, il faut se donner 30 minutes de marche, ne serait-ce que sur sa cour ou dans son quartier. Donc, et le week-end, sortir pour aller se distraire là où il y a les activités sportives, parce que tous les terrains sont toujours occupés le week-end. Si ce n'est pas les enfants qui jouent, c'est des personnes âgées qui jouent quelque part. Si vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez marcher autour de cette terre-là ou bien courir autour de cette terre. Donc, il y a toujours quelque chose à faire qui donne de la sueur et qui, au même moment, est la distraction. Mais au-delà de cette distraction, elle permet à la personne, justement, de se donner de la bonne santé pour un bon moment. Oui, merci bien. Je pense que c'est l'objectif même de cette journée nationale du sport. Et quoi qu'on dise, le médicament le moins cher aujourd'hui, c'est bien sûr le sport. Et ça nous maintient en bonne santé. Journée FIFA du mois de mars, les éperviers du Togo en séjour au Maroc depuis le 22 mars ont livré hier, vendredi, leur premier match au programme. La bande à Patrice Neveu a fait jeu égal avec la Guinée, score 2 buts et partout, les temps forts de la rencontre. La belle danse qui accompagne. 1-0.
rapidement joué. La tête. Attention, Bakola qui a vu le vent. Le ballon est toujours guinéen. Cette fois-ci, c'est Souma Mohamed qui va jouer avec Fofana Ibrahima sur le côté. Avec Bordé Sabou. En tout cas, il est passé et totalement la réduction du score. Joué par Kevin Dengue en première période, surtout également pour les minutes disputées en seconde. Charles Labi également, on a vu que Kidje Thibaut ne joue véritablement pas cette puissance physique et cette présence sur le plan offensif. Et Fatsana également. Donc, certes, on a une bonne première équipe, mais les changements qui sur cette action, ça c'est la classe du joueur qui a parlé, hein. Oui, voilà, donc c'est juste le temps fort de cette rencontre qui a opposé hier les éperviers aux séries nationales. Le score, le voilà, 2 buts partout. Coach, vous avez suivi un peu ce match-là hier? Quelles sont vos appréciations? Donc, ce match-là, il faut dire que de manière générale, au niveau de la production du jeu, le Togo était présent. Parce qu'il faut dire que c'est le début de l'entraîneur. Et si déjà il a réussi à travailler un peu sur le fond de jeu de l'équipe, à faire de manière à ce que, au niveau de la possession de la balle, au niveau de la construction du jeu, il y a donc un mieux par rapport donc, à ce qu'on a vu dans les derniers, dans notre passé. Mais on a encore donc regretté que le même syndrome de fin de match calamiteuse est toujours là. On est devant, on mène le score et à quelques minutes de la fin du match, on prend donc des buts. Hier par exemple, on était à 2-0 jusqu'à 5 minutes à la fin du match et puis on prend 2 buts coup sur coup. Ça voudrait dire que le syndrome là, de gestion de fait de match est encore présent. Et on sent qu'il y a un travail à faire sur ce côté-là. Voilà. Et ce travail, Daniel, ça passera par où finalement? Parce qu'avec le nouvel entraîneur, on pensait qu'au moins on allait jouer sur ce côté-là pour éviter que ça arrive encore. Mais c'est encore arrivé. Ça arrive encore. Il faut faire un diagnostic sérieux de ce problème. Ce n'est pas la première fois, c'est devenu une habitude pour cette équipe-là. Vous menez 2-0, nous sommes à la 85e ou 86e minute et on égalise. On aurait pu même nous battre sur ce match-là. Ça va faire mal. Je pense que Patrice Neveu, il vient d'arriver. Il a un staff pléthorique. Il y a beaucoup de personnes, de techniciens dans ce staff-là. Et je pense qu'ils doivent se concerter, chercher le nœud du problème. Puisque ça ne donne pas une bonne image. Vous jouez un match, vous arrivez à marquer 2 buts. Et il reste quelques minutes Nous avons vu un match ici au stade de Kégué. Ouais. Je pense que c'était face à l'Eswatini ou Soudan du Sud. Et c'était à la dernière minute. On a encaissé un but sur une rentrée de touche. Et je pense que... les 2-2. Oui, 2-2. Ça fait mal. Il faut face au Sénégal. Face au Sénégal, oui. À Lomé ici, on gagnait ce match-là. Et à la dernière minute, on a commis une erreur et le Sénégal a égalisé. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos défenseurs? Est-ce que c'est un manque de concentration ou c'est les conditions physiques qui leur manquent? Il faut faire un diagnostic et chercher une solution durable à ce problème pour pouvoir tenir les fins des matchs. C'est très important. Sinon, on va faire, coach l'a dit tout à l'heure, dans le match, quand le match a démarré, on dirait que le Togo était seul sur le terrain. On jouait très bien. Mais vers la fin, peut-être qu'il y a également eu certains changements qui n'ont pas bien fonctionné. Moi, je le dis comme ça, puisque quand vous voyez le 11 de départ, il y a beaucoup de nouveaux. C'était une équipe jeune, une nouvelle équipe carrément, qu'on n'a pas l'habitude de voir, que le sélectionneur nous a présenté. Peut-être vers la fin, il a effectué des changements qui n'ont pas fonctionné. C'est son premier test
On verra également mardi prochain face au Niger, peut-être qu'il va encore régler des choses, mais il faut chercher une solution à ce problème-là qui nous gangrène depuis un certain moment. Voilà, et à l'issue de la rencontre, le sélectionneur des éperviers, Patrice Neveu, s'est confié à la presse. Nous l'écoutons. Dimanche, lorsque j'ai débuté avec l'équipe, les joueurs étaient bien sûr en manque de confiance, manque de repères, je dirais, dans le jeu. On a travaillé, on a beaucoup échangé et j'ai donné des directives précises à chaque joueur et au collectif pour remettre l'équipe dans le sens de la marche afin qu'on puisse tendre, je dirais, plus d'efficacité. Et bien sûr, c'est un travail, je dirais, psychologique et aussi de tactique parce qu'il fallait que les joueurs ils comprennent ce que moi je cherche et je suis vraiment satisfait, je dirais, du match et de la première période. En deuxième période, j'aurai une explication avec eux, j'aurai des échanges avec eux parce que c'est des situations de jeu tactiquement qu'on doit beaucoup mieux gérer. Maintenant, même la fatigue étant là, on doit garder une certaine lucidité en fin de match pour rester organisé et arriver à préserver, je dirais, le score. Je dirais que ça fait partie de l'apprentissage lors des matchs amicaux. Et je pense que le résultat, je dirais, de ce soir va nous permettre aussi d'avancer sur des périodes de match qui parfois vont être plus difficiles. Le jeune Isaac, qui manque de repères aussi dans l'équipe, c'est ça, il joue à Lorient, qui préserve, fait partie du groupe pro. Donc tout ça, je veux dire, ça va se mettre en place au fil du temps. Par contre, la vérité, c'est vrai, c'est que je dois rentrer des joueurs dans l'équipe. Il m'en manquait 4 ou 5 pour blessure. J'en ai parlé avant le match. Et que malgré les 4 ou 5 blessés ou absents pour diverses raisons, notamment un attaquant brillant qui joue aux Émirats et qui n'a pas pu venir parce que là-bas, c'est en Arabie Saoudite, parce que le conflit est important. Donc on a quand même des joueurs qui ont été absents là, ce sont des joueurs qui vont apporter dans le groupe. Mais après, c'est vrai que on doit ensemble, dans l'esprit, je dirais, de reconstruction, de tout faire, je dirais, pour intégrer de nouveaux joueurs de talent. On est en phase de reconstruction, et la reconstruction, ça passe par montrer l'image, ce que mes joueurs ont montré. Ils ont été au bout de leur force, ils ont tout donné. Ça doit déjà convaincre le peuple togolais de l'engagement que les joueurs ont décidé de remettre d'insuffler pour la nation. Et puis, je reste persuadé sur les 12 joueurs de très haut niveau qu'on a à l'étranger. J'espère qu'on va en récupérer 5. Oui, voilà, coach, c'est ce qu'on a donc entendu du sélectionneur national. Donc, eu égard à ce match et à tout ce qui a été son contenu, qu'est-ce que vous faites maintenant pour le match qui va venir, pour corriger ces erreurs? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je crois que nous l'avons vu, c'était toujours le problème de l'équipe togolaise. L'équipe donc perd ses repères en fin de match. Et je crois que c'est un travail beaucoup plus psychologique à faire, parce que même si on est fatigué, il y a des équipes qui sont fatiguées, mais elles défendent jusqu'au bout, surtout quand on tient un score. Donc c'est ce travail-là d'abord à faire, beaucoup échanger avec les joueurs et leur dire qu'on défend quand même des couleurs d'un pays et qu'il faut tenir cela. Au bout de la fatigue, on peut aller au bout de ses efforts pour donc maintenir le score. Maintenant, voir, parce que là, il est en train d'essayer ses premières équipes. Oui. Et une équipe joue mieux quand on a l'ossature qu'on veut et qu'on a multiplié plusieurs séances avec donc, la même équipe. Il y a l'automatisme qui s'est créé. Et je crois qu'au cours de ce stage, c'est même ça qui est important pour les stages, créer les automatismes, faire de manière à ce que l'équipe, les joueurs se retrouvent facilement les yeux fermés, parce que ça, c'est ça les automatismes, et c'est ça qui va être fait au cours de ce stage-là, et c'est ça qu'il doit chercher donc à voir sur le deuxième match. Il faut savoir que sur le premier match, on a eu 2 buts sur penalty, on n'a pas encore vu et vraiment des occasions nettes qui doivent être conclues, parce que l'un des péchés de l'équipe togolaise aussi, c'est justement
les occasions qui sont ratées. La finition de ces... Oui, là, le problème de la finition, l'éternel problème de la finition. On essaie de créer plusieurs occasions de buts et on en met très peu ou on en met pratiquement pas des fois. Voilà. Et on domine tout un match et on se fait donc rattraper à la fin par un but assassin de l'adversaire. Je crois quand même que ce sont des repères sur lesquels l'entraîneur donc va travailler pour permettre à l'équipe donc d'avancer, et il va voir donc sur ce deuxième match justement s'il a déjà des avancées sur ces petits problèmes que l'équipe connaît. Le Togo a de très bons joueurs. On sent quand même qu'il y a des joueurs, que les joueurs techniquement ils sont en place. Physiquement, ce sont des joueurs qui jouent en championnat, à l'étranger, et on n'a pas de reproche physique à leur faire parce qu'on ne peut pas être professionnel et dans des championnats de haut niveau et ne pas être en condition physique. Donc peut-être, comme je le dis, un travail psychologique, et pourquoi pas un psychologue pour les accompagner, et il le faut aussi. Alors là, important donc d'avoir un psychologue pour l'équipe nationale. Oui, quand vous avez une équipe nationale que vous n'avez pas de psychologue, c'est quand même mauvais. Oui. Il faut un psychologue, puisque les joueurs également sont des êtres humains. Oui. Ils ont leurs problèmes personnels et également des problèmes dans le groupe. Oui. Il y en a toujours. Il faut avoir un psychologue qui arrive à remonter les bretelles à ces joueurs-là, qui arrivent à leur remonter le moral quand il le faut pour pouvoir tenir. Je pense que l'entraîneur, le sélectionneur même, a fait un diagnostic à la fin. Quand vous suivez son interview, il a dit tout ce qui n'a pas marché. Hein. Oui. Il a parlé de la fatigue, de l'absence de certains joueurs, manque de concentration. Maintenant, c'est à lui de chercher des solutions à ces problèmes-là. Sinon, son travail, ça ne va pas payer. On va retomber dans les mêmes travers. Et je pense que ça ne nous avantage pas. Coach parlait tout à l'heure des joueurs qui jouent dans des championnats de haut niveau. Oui. Moi, je me dis aujourd'hui, à part Djenda Konam et peut-être Karim Derman, quels sont ces joueurs-là qui jouent dans des championnats UP aujourd'hui? Difficile de les citer. C'est vrai, ils jouent dans des championnats, mais quel est le niveau de ces championnats-là? Quand vous prenez ceux qui jouent en Arabie Saoudite, ceux qui jouent en Slovaquie ou encore, je ne sais pas où, en Afrique, au Mali, en Libye et tout, ce ne sont pas quand même des championnats qui font peur. Je pense que notre problème également, c'est à ce niveau-là. Nous avons des joueurs qui ne sont pas compétitifs, qui ne jouent pas dans des championnats qui leur donnent... On vient essayer en équipe nationale. Oui, on vient essayer en équipe. Comme on n'a pas de joueurs, on est obligé de faire avec eux. Mais je pense qu'arriver en équipe nationale, il va falloir avoir des préparateurs physiques rompus à la tâche, qui arrivent à remettre ces joueurs-là sur pied, qui arrivent à leur donner ce qu'il faut pour pouvoir affronter ces joueurs ou les adversaires. Quand vous voyez dans l'équipe de la Guinée, il y a des joueurs. Quand on parle de Serhou Guirassy, il joue quand même en Allemagne à Dortmund. C'est pas quand même stade malien. On a vu son jeu hier. Oui, on a vu là. Oui. Donc je pense que ça également, ça nous manque. Des joueurs qui jouent au haut niveau. Des joueurs qui jouent régulièrement. J'ai parlé de Karim Derman tout à l'heure, c'est vrai, il joue en Ligue 1, mais il ne joue pas, il n'est pas titulaire à chaque temps. Même parfois quand il est titulaire, il est souvent remplacé. Ça ne permet pas aux joueurs d'être en confiance. L'entraîneur en a parlé tout à l'heure, manque de confiance en soi. Il y a tout ça là qui manque à notre équipe. Je pense que au-delà de chercher à recruter à chaque fois des sélectionneurs, il faut également penser à ce côté-là. Et c'est un travail de longue haleine à faire au niveau de la formation. Nous n'en faisons pas beaucoup ici au Togo. On ne forme pas des joueurs. On attend, on va chercher les binationaux. Et avant ce match, nous avons vu tout le tollé qu'il y a eu autour de cette équipe par rapport à la sélection de certains joueurs. Tout ça là, ça ne nous honore pas. Il faut chercher à produire et afin de pouvoir consommer sans qu'on ne soit inquiété par nos amis de l'Ouest ou de l'Est. Oui, voilà, ça va être donc nos analyses de la situation. On va donc quitter Maroc et revenir au pays
Les rideaux sont tombés hier sur les championnats sportifs de l'Université de Lomé. Au football, la finale a opposé hier la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à la faculté des sciences de l'homme et de la société FSHS. À l'arrivée, la faculté des sciences et de l'homme et de la société l'emporte sur un score 1-0 suivant pour la deuxième fois consécutive le trophée de champion. Compte rendu à Nadiatou Ido et Sergine Raimondo. Docteur Abdul Fat Fofana pour la première touche ouvrant la voie à cette finale. Une rencontre de haute facture entre la FASEG et la championne en titre FSHS. L'initiative était claire pour chacune des deux forces en présence. Scorer le plus tôt possible et se mettre à l'abri de tout danger. Cette logique entraîne un duel sans merci et salue les dégâts. Conséquence, la FASEG est réduite à 10 et se complique ainsi la tâche. Elle résiste pendant la première période, mais difficile de tenir face à la furie de l'adversaire pour la suite. La FSHS, en supériorité numérique, va donc inscrire l'unique but de la partie et étouffer définitivement les ardeurs de la FASEG. À la 71e minute, sur une belle combinaison, l'artificier Rémi Sokpoli fait trembler les filets et offre la victoire à sa faculté. 1-0, la FSHS enchaîne. Je suis tellement content d'avoir remporté encore le titre du champion universitaire. Je tiens sincèrement à féliciter l'université qui nous donne aussi la chance à nous certains de démontrer nos talents. Arriver à ce niveau et perdre cette finale de cette façon, sincèrement, c'est une défaite amère. Ça n'a pas marché parce qu'on a vite joué sur l'infériorité numérique. Néanmoins, je salue encore la détermination de mes joueurs. Entre organisation, défis et performances sportives, cette édition 2026 des championnats sportifs de l'Université de Lomé se clôture sur une note positive. Nous sommes comblés de voir l'aboutissement heureux de ces championnats. Le degré d'implication des athlètes également est à encourager et nous sommes totalement satisfaits. La suite, c'est le championnat universitaire édition 2026. Déjà en avril, nous démarrons certains matchs. À l'heure de la moisson, récompense par catégorie, performance individuelle et collective pour le trio de tête de chacune des 9 disciplines impliquées. Athlétisme, taekwondo, danse sportive, natation, tennis de table, volleyball, handball, basketball et football. Intéressant, et ça donne des fois envie de retourner sur le campus. Hein? Ah oui, c'est championnat universitaire, il y a toujours de l'engouement autour. Oui. Et ça donne envie d'y retourner, mais bon, on ne va pas rester à l'université. Voilà, je pense que je suis content pour la faculté des sciences de l'homme et de la société. Tu es passé par là même? Oui. Tu vois qui remporte encore ce championnat au niveau de football. Félicitations à eux pour le travail abattu. Voilà, et donc il y a quelqu'un qui a retrouvé donc, cette équipe-là, qui l'a coaché il n'y a pas longtemps, Michel Adjavon, et voilà, le travail que vous avez abattu continue de donner ses fruits jusqu'à ce jour. Oui, il faut dire que c'est une équipe qui travaille avec donc des joueurs qui aiment la victoire. On sent quand même que c'est des joueurs qui sont très organisés. Et quand vous avez eu cet entraînement avec les joueurs donc, de cette équipe-là, très tôt le matin, ils sont là, ils sont présents et on a envie de travailler avec eux. Ce travail porte toujours ses fruits parce que c'est non seulement des joueurs qui comprennent vite, quand vous mettez en place donc, votre stratégie de jeu, déjà au niveau du tableau, et ils posent beaucoup de questions, mais ils comprennent très vite. Et quand vous êtes sur le terrain, et rapidement, le travail avance. Et c'est ça qui fait qu'on a de facilité à travailler avec cette équipe-là et à les amener à la victoire. Et c'est vrai que l'équipe de FASEG est une équipe
la plus grande équipe donc, de l'université, mais il faut compter avec justement cette équipe aussi qui essaie depuis donc un certain temps de grandir et de glaner donc des victoires et d'aller donc des sacres. C'est une équipe donc à féliciter et une fois encore félicitations à cette faculté. Voilà, et que ça enchaîne encore toujours. Hein? Oui, deux fois de suite, je crois qu'à depuis il n'y a pas 203. Il faut, oui. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la FSH qui donc honore tout ce qui les aime et le football togolais à travers, parce que de bons joueurs de l'équipe nationale sont passés également par ce championnat scolaire, oui, le championnat universitaire, je veux dire. Et ce championnat universitaire. Mais là, d'abord, c'est les championnats sportifs de l'UL Simpla. Voilà, oui, avant il y avait d'autres universités qui viennent participer. Oui, ça va venir avec le temps. Ça va être le championnat universitaire. Oui. Cette fois-ci, c'est juste à l'université de Lomé. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ce championnat et qui sont aujourd'hui, qui jouent au niveau de l'équipe nationale. Fodolaba a joué ce championnat. Ouro, à Goro Ismaël a joué à l'université de Lomé. Il y a d'autres joueurs qui... Plaka Fessou est passé par là. Plaka Fessou est passé par là. Il y a d'autres joueurs dans le championnat national de première division, de deuxième division, qui ont joué à l'université de Lomé, qui continuent d'ailleurs de jouer. Quand vous y allez, vous trouvez des joueurs qui sont des étudiants et qui jouent au niveau du championnat. Je pense que c'est également un vivier pour le football national. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si les championnats scolaires que nous voyons aujourd'hui sont bien organisés et jusqu'à l'université, je pense que ça peut également fournir des joueurs à l'équipe nationale dans toutes les catégories. Nous souffrons aujourd'hui un peu au niveau des 8-17, des 8-20 et tout. Je pense que à travers ces championnats-là, ça peut donner quelque chose. Et d'ailleurs, le ministère des Sports fait des efforts à ce niveau. Tout récemment, il y a du matériel qui a été donné à ces différentes... Tout à fait, Daniel, comme tu viens établissements scolaires pour pouvoir le souligner. On va justement aller dans ce monde des plus petits championnats scolaires. Bas sont pleins. Et donc à l'étape préfectorale, mardi, comme tu l'as dit, donc, le ministère en charge de la jeunesse et des sports a procédé à une remise de matériel sportif aux directions régionales de l'éducation pour agrémenter la fête. Reportage. Composé de ballons de foot, de hand, de baskets et de volleys, ainsi que de trophées et enveloppes, ce matériel d'appui d'une valeur de 31 millions de francs CFA reste un élément motivateur déterminant pour une bonne saison sportive. Dans toutes les régions, nous sommes au niveau des phases de demi-finale. D'autres préfectures ont déjà dégagé les finalistes et on attendait donc l'appui de l'État. Et un sincère merci à l'autorité, à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports pour cet appui et à toutes les structures qui également appuient le ministère des Sports pour pouvoir donner le matériel et l'appui financier et aux différentes inspections des sports et des loisirs du pays. Dans le matériel, il y a une partie pour les récompenses, mais il y a une partie également qui va à tous les établissements engagés. Chaque établissement engagé a droit à un ballon. Si vous êtes engagé au foot, vous avez un ballon. Si vous êtes engagé au basket, vous avez droit à un ballon. Donc nous demandons vivement que les directeurs régionaux prennent les dispositions avec les inspecteurs pour que ce matériel aille aux différents établissements engagés. Démarré le 27 février dernier, les championnats scolaires saison 2025-2026 sont à la phase préfectorale. Plus de 13 000 élèves issus de différents établissements scolaires publics et privés participent à la compétition. Plan international Togo y trouve un intérêt, d'où son accompagnement. Cet accompagnement est d'autres matériels et financiers. Nous avons dans nos programmes et activités des projets, notamment le projet Championne, qui se base sur le sport pour sensibiliser les jeunes à l'égalité entre garçons et filles. Aucun sacrifice ne serait grand quand il s'agit d'encourager l'éclosion des talents sportifs. Le championnat scolaire constitue vraiment un outil, une plateforme pour permettre à nos jeunes de s'exprimer, de s'affirmer, mais également ça constitue pour nous et pour les fédérations sportives un vivier de détection des talents. Je voudrais encore une fois remercier les autorités togolaises, remercier le président du conseil pour l'appui
pour la priorité accordée au secteur du sport. Le football, le handball, le basketball, le volleyball, le badminton, le karaté, le taekwondo et le e-sport sont les 8 disciplines qui font l'objet de compétitions de ces championnats scolaires, un bras valide pour le rayonnement et le développement du sport national. Oui, voilà, Daniel, tu étais donc en train de développer ce côté-là de la chose, du matériel pour le championnat scolaire. C'est une manière toujours de booster la compétition et de permettre aux talents d'être mis en valeur. Oui, quand vous entretenez les talents dès le bas âge, je pense que ça profite toujours. Quand tous ne peuvent pas devenir des sportifs ou des joueurs de haut niveau, et tous également ne vont pas devenir des hauts fonctionnaires. Donc il faut donner la chance à chacun de trouver sa voie. Je pense que ça va nous permettre également d'étoffer nos équipes nationales. Et je pense que c'est quand même une bonne chose de la part du ministère des Sports qui a doté de matériel ces directions de l'enseignement ou bien de l'éducation nationale. Et je pense que ça va profiter à ces joueurs-là, à ces jeunes joueurs de pratiquer tous les sports. On a cité beaucoup de disciplines et je pense que dans toutes ces disciplines aujourd'hui, on a besoin de viviers, on a besoin de joueurs. Et je pense que à travers ce championnat scolaire également, on va trouver des éléments qu'il faut pour pouvoir aider notre pays sur le plan continental ou mondial. Oui, et coach, les championnats de l'université jusqu'à la base, je pense que c'est toujours important d'injecter ce qu'on peut injecter pour permettre à ces jeunes, depuis les bas âges, de s'affirmer. C'est l'obligation pour l'État de donner une formation sportive justement à sa jeunesse. Oui. Et pour que cette formation-là pérennise, il faut le matériel. Je crois que c'est une très bonne chose de donner le matériel et que les enfants travaillent dès le bas âge. Quand vous allez dans un établissement, on peut sortir des grands voleurs, des grands footballeurs, des grands basketteurs, et il faut les gens pour les encadrer. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de professeurs d'éducation physique compétents à la matière pour donner ces trucs-là, donc les béabas aux enfants. Mais il faut au moins le matériel pour que les enfants s'essayent et chacun va choisir donc sa voie. Il faut dire que par le passé, quand on voit l'équipe nationale togolaise, c'était composé que des joueurs du lycée de Kogi, des élèves du lycée de Sokodé, des élèves du lycée de Zébébi. C'est des élèves des lycées. Oui. En ce moment, il y a des très rares universitaires, mais la plupart, quand vous voyez les Issa Sakibou, les Dinky Oiseau, ce sont que des scolaires. Et ces gens qui ont été formés à l'école, je crois quand même que l'école est le lieu approprié justement pour donner cette formation-là aux jeunes et les pousser loin justement vers l'excellence. L'État a bien fait de revenir justement à cela et de chercher donc à remotiver les écoles pour le championnat scolaire. Voilà, donc on espère d'ici là que ça va faire sortir, ressortir ces vrais talents qu'on encadre depuis un temps maintenant dans les CDSA. Pardon? Les centres de développement sportif que l'État a mis en place. Oui, je crois que ça a permis de sortir déjà certains joueurs. On parle de Karim Derman. Oui. S'il n'est pas passé par là, je crois qu'il ne sera pas là où il est aujourd'hui. Oui. Et là, c'est une très bonne politique. Repérer, et déjà quand les enfants sont à un certain niveau au niveau de l'établissement, les envoyer vers un centre qui va les encadrer. Et là, on est sûr que l'avenir de ce joueur-là est déjà tracé au plan du football. Mais il n'y a pas seulement que le football, il faut aussi créer la même chose pour certaines disciplines. Oui, parce pour l'athlétisme aussi. Oui, il faut dire que le Togo, par le passé, en basket, en volley, même en tennis de table, le Togo battait pratiquement sur le continent la plupart des pays, même en handball. Et quand le Togo va donc à des tournois en Mariam, Ngouambi, tout ça là, le Togo balayait tout le monde. Donc on a perdu ces repères-là, on ne sent plus le Togo dans cette discipline, et même au football, le Togo donc recalé derrière. Je crois quand même que c'est un travail qui va se faire de manière générale, pas seulement au football, parce que après tout, le Togo gagne beaucoup plus de médailles par rapport aux autres disciplines aussi. Donc il faut travailler
sur toutes ces disciplines pour que le Togo puisse retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Oui, Daniel, c'est un mot donc, sur ce championnat scolaire. Oui, comme tu viens de le dire, il faut donner de la matière aux enfants. Il faut entretenir ce championnat-là. Et je pense que ce qui est fait également, qui moi m'intéresse, c'est que ce championnat-là est organisé au niveau des tout petits. 8-15, je pense qu'il y a pour les 8-17 également. Et cela permet, on ne voit pas que les vieux des lycées et tout. On voit les jeunes, on l'a vu tout à l'heure dans l'élément qui a été diffusé. Les jeunes filles, oui, c'est très important également au niveau des jeunes filles. Il y a aujourd'hui plusieurs équipes féminines, plusieurs écoles qui ont des équipes féminines et je pense qu'il faut entretenir également ces filles-là. Nous avons joué une CAN, ça ne va pas s'arrêter là-bas. Il faut aller à d'autres CAN et donc quand on va mettre en valeur, quand on va injecter des moyens dans ce championnat, je pense qu'on aura encore d'autres joueuses qui vont nous permettre de nous qualifier pour d'autres CAN et je pense que c'est important. Le ministère fait déjà son travail, mais également dans les établissements scolaires, le coach a dit quelque chose tout à l'heure, on n'a pas ces formateurs qualifiés, compétents. Il faut également penser à ça. Il y en a mais qui sont en nombre réduit. Oui, qui sont en nombre réduit. Voilà. Donc il faut encore former. Je pense que l'INJS est là pour ça. Il faut former encore plus. Peut-être que ceux qui vont à l'INJS ne s'intéressent pas trop à ça. Ben, il faut encourager les étudiants à aller vers ces disciplines-là pour pouvoir permettre d'avoir des formateurs qualifiés qui pourront transmettre ce qu'il faut à cette jeune génération qui nous fera du bien demain. Ouais, voilà, donc ça c'est nos souhaits à nous ici au plateau. Et on pense que nos désirs sont passés donc dans de très bonnes oreilles. Le championnat D1 pour poursuivre ce week-end se dispute sur la 19e journée. Avant de découvrir des affiches, un flashback sur la 18e journée marquée par une défaite de Semassi 0-8 contre 1 face à l'entente de Délomé. Le compte rendu de Adadja Touchido et de Sergine Raimondo. Battu 0-2 par l'étoile filante lors de la 17e journée, Semassi enchaîne avec un nouveau défi face à un autre club de la capitale, Entente 2. Dominateur dans le jeu, les visiteurs se procurent plusieurs occasions mais manquent cruellement de réalisme. En face, Entente 2 subit sans fléchir. Résultat, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. À la deuxième période, le match gagne en intensité à l'avantage de l'Entente 2. Sur un coup franc bien exploité, le renard des surfaces, Kwadjo Akapo, surgit et fait trembler les filets à la 49e minute. Un but qui fait toute la différence. Les jaunes et bleus de Kodjovia Kopé gèrent ensuite cet avantage et s'imposent sur la plus petite des marges. Ce succès permet à Entente 2 de consolider sa place en milieu de tableau. Cette victoire va nous faire du bien pour la suite, parce qu'on en avait besoin depuis longtemps. Mais j'espère qu'on va voler de victoire en victoire. Quand on vient au foot, on souffre pour gagner. Il faut souffrir pour gagner un match. Et c'est ce qu'ils ont accepté de faire. On a gagné le match, on va replier pour préparer les autres matchs. Du côté de Semassi, la situation se complique. Sous la menace de la relégation, les guerriers de Tchaoudjo continuent de croire au maintien. Je vous promets qu'on va faire le maximum pour sauver Semassi. Semassi de ce côté, la phase aller avait une ossature. En deuxième partie de ce championnat, c'est encore une autre équipe. Ce que vous avez vu là, il y a 70%, 80% qui n'étaient pas là en phase aller. Ouais. Donc ce qui veut dire que nous devons continuer à reconstruire. La 19e journée s'annonce délicate pour Semassi, 12e, qui va recevoir l'AC Barracuda, 5e. Entente 2, 7e, fera un déplacement chez Asco de Kara, solide dauphin du championnat.
jour pour le compte de cette 18e journée. Espoir de Zion n'a pas pu tenir face au déchaînement de la machine ASK. Le club de Zion a concédé la défaite sur un score fleuve, 1-5, serrant la main à la dernière place au classement. Achou Saba. L'association sportive des chauffeurs de la COSA, ACK, a bien accueilli son adversaire du jour, FC Espoir du Zion, pour le compte de la 18e journée. Comme l'a vu Arnaud, s'illustre bien en ouvrant le score pour la ACK à la 6e minute. Galvanisé par ce but, Urotagwa Marouf corse l'addition à la 17e minute. Bien épaulé, Yabouri Olivier contrôle la balle et bat le goal Islam Tchagouni à la 60e minute. Le milieu de terrain de FC Espoir, Agbandji Komi, réussit à réduire le score à la 75e minute. Dans une relance, comme l'a vu Arnaud, reprend le ballon et inscrit le 4e but, synonyme de son doublé à la 81e minute. La rencontre s'achevait car Soumé César inscrit le 5e but sur ce beau geste dans le temps additionnel. Avec cette défaite, FC Espoir se retrouve dans la zone rouge et est dernier du classement avec 16 points moins 11. Grâce à ce large succès, l'ACK conforte sa position de leader avec 42 points plus 22. Le score de la 18e journée et les deux rencontres qu'on vient de suivre, rien ne va pour le FC Espoir. Oui, il faut dire que Espoir enchaîne des défaites malheureusement. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l'équipe de Zion. Même à domicile, Espoir perd et en déplacement, on n'en parle plus. Et je ne sais pas, il y a un travail à faire au niveau du staff d'Espoir. Et je pense que la dernière fois, j'ai eu à discuter avec certains qui ont suivi le match à Ouelou. Et il paraît que Espoir, ayant gagné au match aller à CK, est venu pour gagner aussi là-bas à Ouelou. Et le jeu d'Espoir était trop ouvert. L'Espoir a joué l'offensif pour gagner. Quand vous allez sur une équipe qui est championne à titre et qui joue encore leader, qui joue encore donc pour reprendre le titre, on ferme le jeu, on n'ouvre pas. Et les conséquences sont là quand vous ouvrez le jeu devant une équipe qui est en forme, qui joue le titre, qui joue régulièrement le titre, vous encaissez 5 buts. Donc je crois que ce n'est pas une surprise. Et il y a un travail à faire et une philosophie à adopter par rapport à la situation. Quand vous encaissez chaque week-end des buts, on ne joue pas pour l'offensive, on ferme le jeu et on cherche à jouer en contre-attaque pour marquer un et cadenasser derrière. Donc je crois que c'est au plan philosophique que le staff doit réfléchir et doit savoir que l'équipe de Espoir est en train d'aller vers la 2e division si rien n'est fait pour les journées restantes. Mais ça, c'est donc l'analyse d'un coach. Et ça nous amène donc à donner un point de vue parce que ça, c'est un coach qui a parlé, Daniel. Oui, c'est vrai que Espoir, depuis un certain moment, ne se porte pas bien. Il faut avoir le courage de le dire. Cette équipe, c'est vrai, la saison dernière a bousculé un peu jusqu'en haut du tableau et tout, mais cette saison, ça ne marche pas trop fort. Peut-être que les joueurs qu'il faut pour pouvoir permettre à cette équipe d'avancer aujourd'hui, ces joueurs n'existent pas. Moi, je dis quelque chose. Dans l'interview du coach de Semas tout à l'heure, il disait que les joueurs qui ont joué la première partie ne sont plus là pour la seconde partie. C'est l'un des problèmes de notre football, de nos clubs. Aussi de la première phase. Oui, la seconde phase. Ça dit que vous recrutez des joueurs pour une phase de championnat et après la phase là, vous laissez partir la grande partie de ces joueurs-là. Oui. Comment est-ce que vous allez gagner? Sur quoi vous comptez pour pouvoir battre les autres équipes? Un championnat. Daniel, tu te permets, la question là-bas, c'est de savoir est-ce qu'on laisse partir ceux qui sont parce qu'ils ont été mauvais ou bien parce qu'on n'a pas été à la hauteur de les et qui sont partis eux-mêmes et qu'il faut les remplacer. Qui a fait le recrutement des joueurs? Sur quelle base ces joueurs ont été recrutés? Et juste à la fin de la première partie, on laisse la plus grande partie des joueurs s'en aller. Je pense que c'est un problème. Quand vous prenez l'équipe de l'ASK aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont là-bas qui font déjà 2, 3, 4 saisons dans cette équipe-là. Il y a toujours une colonne
qui est là, et autour de cette colonne-là se greffent les autres joueurs qui sont recrutés. Il y a aussi la philosophie en question de parler tout à l'heure. Voilà. La philosophie de jeu. Oui, quand vous êtes ensemble, il faut d'abord évoluer ensemble pour avoir une philosophie de jeu. Mais quand vous changez les joueurs chaque 3 matchs, vous ne pouvez pas avoir une philosophie de jeu. À chaque journée, vous aurez de nouveaux joueurs. C'est là un peu le problème de nos joueurs. De nos équipes. Il y a également le problème de moyens. Dans ces équipes-là, allez-y. Des moyens financiers. Oui, des moyens financiers. Allez-y, fouillez un peu. Vous verrez qu'il y a un souci de finance quelque part qui ne permet pas à ces joueurs-là de donner ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Sur le match de l'ASK, je pense que le coach l'a dit, il y avait eu une erreur de la part de l'équipe de FC Espoir. Vous ne pouvez pas aller à Ouelou et jouer pour gagner ASK à Ouelou. Quand même, il faut aller demander à Asco. Il faut chercher peut-être un match nul, mais là vous ouvrez les vannes, les joueurs de l'ASK sont là, on s'était appesanti un peu sur le match aller. Oui, puisqu'ils ont gagné tout à fait, à Dr Kaolo 1-0. Ils quand même parti avec espoir de gagner. Oui, mais l'ASK également s'est dit, bon, espoir ne peut pas me battre comme ça, et puis je vais encore... Et ils ont déversé toute leur colère sur cette équipe-là. C'est quand même un lourd score. Je pense que FC Espoir doit faire attention, sinon la régulation n'est pas longue. Oui, je crois que ce que Daniel dit est important. Pour qu'une équipe grandisse, il faut maintenir les joueurs en place au moins pendant 3-4 saisons. Par le passé, quand on dit Semassi, tout Togolais qui s'intéresse au sport peut citer les noms des 11 entrants. Et c'est les mêmes joueurs qui sont gardés sur plusieurs saisons. On connaît leur poste, c'est tout. On connaît leur poste, on connaît leur nom, de la défense jusqu'en attaque. Quand on parle d'Agaza, tout joueur qui maîtrise le sport togolais peut citer le nom de chaque joueur d'Agaza. Alors qu'en ce moment, la presse et l'information ne coulaient pas. Mais on connaissait tous les joueurs parce que c'est les mêmes joueurs qui font plusieurs saisons avec l'équipe. Aujourd'hui, à peine on fait demi-saison, on change toute l'équipe. L'automatisme sera lacan. Sans automatisme, sans cohésion, on ne peut pas gagner. Donc je crois que ce qu'il dit, il est normal. Et on doit penser à cela, maintenir l'équipe en place et injecter les oiseaux rares qui doivent venir renforcer. On ne change pas toute l'équipe en plein championnat. On renforce l'équipe pour que là où il y a des défaillances, on puisse donc corriger cela. On ne peut pas me dire que toute l'équipe qu'on a mis en place en début de saison est défaillante. Ce n'est pas normal. Il faut donc renforcer plutôt l'équipe. Tout à fait. Et au grand stade de Koualimé, toujours pour le compte de la 18e journée, les Showboys ont encore considéré une défaite. Gomido a coulé à nouveau. Score 0-8 contre 1 face à l'AS Bina. Nous écoutons tour à tour Jean-Paul Abalo, coach de Gomido, et Sena Ametepe, qui est le coach adjoint de l'AS Bina. À la première minute, même pas. Et pourtant, on avait bien dit que cette équipe a l'habitude de marquer dans la toute première minute. Après, c'est difficile. Et c'est arrivé. Mais à l'habitude de ça, on n'a pas baissé les bras. On a continué à pousser. Je pense qu'on a joué pratiquement dans le camp pendant les 90 minutes avec des occasions, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. Ouais, il faut continuer toujours à travailler. On a pris 3 points la dernière fois. On perd, mais il faut aller encore chercher les points à l'extérieur parce qu'il reste encore 8 matchs, 8 finales, comme je l'ai dit, et aller gagner. Ça ne va pas être facile, surtout qu'à la maison, on n'arrive pas à prendre les points. C'est ça qui est dommage, on ne sait pas. Mais on fait tout, on marque, on joue bien, on a les occasions, on prend des buts casquettes et après c'est fini. Bon, ça fait partie du jeu aussi, donc maintenant il faut aller chercher des points à l'extérieur. On regarde que nos matchs, gagner nos matchs. On sait que c'est pas facile, mais comme à l'extérieur ça nous sourit, bon, on va espérer encore qu'on va pousser et au moins aller chercher quelque chose et voir les prochains matchs à la maison. Toute la semaine, nous avons eu la chance de travailler. Surtout défensivement, nous sommes en déplacement, nous sommes obligés de venir. Soit on part avec un point ou une victoire. Ce qu'il faut faire, on a gagné. Bon, nous sommes très fiers et remercie nos joueurs pour leurs efforts. Gomido n'a pas démérité, vous voyez. Le jeu, il a joué. Gomido a joué, Asbina a gagné. C'est normal, c'est le football. Aujourd'hui, nous on a eu la chance de gagner Gomido. Mais Gomido a fait le jeu, surtout la deuxième partie, là, Gomido a fait tout le match, on a gagné. Et Asbina vient de très loin, nous sommes obligés de faire de bons résultats pour se relancer. Nous sommes obligés de gagner nos matchs. Donc on prend les matchs par match, on va aller travailler et voir ce que ça peut donner.
Gomido a joué, l'AS Bina a gagné. Daniel, sur ce match, justement, il faut reconnaître un fait. Gomido a pris le but à la toute première minute. Hein? Et puis, bon, il a même bénéficié d'un penalty par la Suisse, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne passe pour cette équipe de Gomido à domicile? Vous avez écouté MTPC là. Oui. Gomido a joué, mais l'AS Bina a gagné. Cela veut dire que quand l'AS Bina a marqué le but, l'AS Bina cherche 3 points pour se relancer, pour quitter la zone rouge. Ils ont laissé le ballon à Gomido. Ils ont circulé le ballon durant 90 minutes. Et à la fin, c'est l'AS Bina qui a gagné. L'équipe de Gomido, je pense que quand vous faites quelque chose, ça ne marche pas, il faut changer de méthode. Gomido doit changer un peu de méthode, voir si ça peut marcher. C'est vrai, le coach Jean-Paul Abalo est là, ça fait, je pense, 3 saisons. Mais cette année, ce n'est pas ça. Même à domicile, on ne reconnaît plus Gomido. Il y a des amis Akbalimé qui me disait la dernière fois, à la fin du match, la dernière fois, les gens pleuraient au stade puisqu'ils ne reconnaissent plus leur équipe. Gomido, Zobibi, Akbalimé, c'est difficile de gagner sur ce terrain-là face à Gomido. Mais cette fois-ci, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème quelque part qu'il faut corriger. On parlait tout à l'heure d'effectifs. Je pense que Gomido a également fait cette erreur-là, a renvoyé toute l'équipe, on a recruté, on voulait faire avec des jeunes, mais est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir entretenir ces jeunes-là, pour les permettre de grandir? Je pense qu'aujourd'hui, Gomido doit revoir un peu sa politique. Sinon, la relégation, tout comme FC Espoir, n'est pas loin de cette équipe de Gomido. En tout cas, ce sont les 2 années de la bande rouge. Oui, peut-être qu'on dit souvent il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Ce serait mauvais pour le coach Balo Dossé que Gomido retourne en 2e division sous sa conduite. Ben, il ne faut pas également abandonner la barque à un chemin qui va prendre ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire finalement, Daniel? Il est dans quitté aussi. Il faut chercher. On connaît la temme du coach. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose. Un grand coach. Moi, ce qui m'énerve parfois chez nos coachs, le coach Michel va peut-être m'excuser, quand ça ne va pas, ils n'ont pas le courage de le dire. Il faut le dire. Il y a un problème. Il faut en parler. Mais tu reconnais aussi que les gens parlent et puis ça leur coûte leur place. Oui, si vous devez parler, ça va coûter votre place. C'est mieux que de se taire et de sombrer avec l'équipe. Après tout, c'est votre image. Sa carrière ne va pas s'arrêter à Gomido. Après Gomido, il y a d'autres équipes. S'il y a un problème, il faut en parler. Et si vous discutez en coulisses avec les dirigeants que ça ne marche pas, il faut parfois porter le linge sale sur la place publique. Ça permettra quand même aux dirigeants de changer un peu leur méthode. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de Gomido qu'il faut corriger rapidement pour permettre à cette équipe de rester en première division. Voilà, sinon ça ne serait pas bien. C'est une équipe qui est respectée par tous les Togolais partout. Donc Gomido, bonne chance pour la suite, de même pour Espoir de Zior. Et au stade de Sokole, dimanche, Asco en déplacement a dicté sa loi à Unisport de la localité. Score 2-1 pour les Condona. Découvrons les 3 buts de la partie. Faites ton machin, on s'en fout de quelqu'un. Faites ton machin, faites ton machin, faites ton machin, on s'en fout de quelqu'un. Allez, faites ton machin, faites ton machin, faites ton affaire. Mon ami, sort ton malin, le machin, le malin.
Voilà, donc c'est 3 buts qui ont marqué la rencontre Unisport Asco dimanche dernier au stade de Sokolé. C'est donc cette rencontre qu'on a découvert donc le plus beau but de cette 18e journée-là. Et si on a encore cette image, c'est l'unique but de Unisport, bien sûr, qui est de Fad Akpo à la 109e minute. Oui, il faut avoir comment dirais-je, la puissance dans les pieds, il faut savoir lire la position des gardiens pour pouvoir marquer ce but-là. Nous l'avons vu sur pratiquement 35 mètres. Il a déposé le portier et il a fait trembler les filets. Je pense que c'est quand même, s'il y a un prix à donner à la fin de la saison, c'est l'autre joueur, Abalo Denis, qui avait marqué ce but pareil également dans notre championnat. Je pense qu'aujourd'hui, le joueur de Unisport l'a fait. C'est quand même à féliciter. Et c'est ça également le rôle parfois des défenseurs. Je pense qu'il c'est un latéral de cette équipe qui a pris la balle, qui a vu la position du gardien et qui a mis la balle au fond des filets. Il faut avoir quand même l'audace pour pouvoir, et ces genres de trucs et le réussir. On le voit, la dernière fois on l'a vu avec ce joueur de Real Madrid, je pense que c'est Ada Goulet qui a marqué un but pareil. Et si on voit ça également dans notre championnat, ça prouve que... 65 mètres. Oui, depuis de 65 mètres. Oui. Et je pense que si on voit ça dans le championnat, ce qui veut dire qu'il y a des talents dans le championnat. Maintenant, il faut pour entretenir ces talents-là pour qu'ils deviennent également de très grands joueurs. Voilà. Jean, je pose souvent cette question-là aux joueurs. Oui. Quand un joueur monte sur le terrain, quand il a la balle, quel est son objectif premier? Je pose souvent cette question-là à mes joueurs. Et pratiquement tout s'y passe à côté. Et il répond, il disait, il faut faire des passes, il faut contrôler, il faut dribbler. Il a dit, l'objectif premier, c'est de marquer des buts. Le but pour lequel on joue, c'est marquer des buts. Si le gardien, il a la balle dans ses pieds, il voit que le gardien, il est avancé, il peut marquer, il tire, il marque, c'est un but qui est validé. Et c'est pour ça qu'on joue. Donc tous les joueurs doivent avoir ça dans l'esprit. Quand je récupère la balle, je dois jeter un coup d'œil à l'autre gardien de but pour voir si je peux directement de cette position-là, je peux marquer. Voilà. Et je crois que ce serait intéressant. Il a fait la dernière fois, il a carrément lobé le goal. Oui, il a lobé le goal. Très loin. Et puis c'est parfois l'erreur des gardiens. La balle est dans l'autre camp, vous pensez que c'est un peu l'un de vous, et ils avancent vers... Ils pensent la même chose que les joueurs. Ils pensent que les joueurs doivent faire des passes, avancer vers les buts avant de venir marquer. Et parfois ils sont surpris. Voilà, je pense que c'est quand même un très beau but marqué par ce joueur de l'Unisport. Voilà, Fad Akpo qu'on salue au passage. Et également les 2 buts de Asco, c'est Souleymane Koulibaly. Voilà. Merci. Donc, on va aller avec Sonia Aménico. Oui. J'allais dire que sur les buts d'Asco, parce que il faut toujours dire que Asco est mano à mano avec Aseka. Oui. Les deux, donc. Oui, voilà. Et sur toute la journée, les deux font leur duel à distance. Mais il faut saluer donc le joueur Coco et Asianvo qui apporte beaucoup au niveau donc des occasions de but que Asco marque. Souvent, on ne voit pas les derniers passeurs, on ne voit pas ceux qui amènent donc les occasions, mais c'est eux vraiment qui contribuent à la victoire de l'équipe parce que les derniers passeurs, normalement, on devait les primer aussi, et même mieux que les buteurs, parce que les ballons qu'ils servent des fois, même si vous êtes avec, vous pouvez mettre dans le filet. Donc il fait un travail impeccable au milieu de terrain. C'est un joueur qui monte également en puissance. C'est Coco Asianvo, oui. Il est en train de grandir. Je pense qu'avec Asco, il va atteindre un niveau un peu plus élevé, peut-être chercher un point de chute à l'extérieur pour se perfectionner encore plus. Voilà. Et tous les autres résultats de la 18e journée et le classement provisoire avec Sonia Aménipo. L'acte 18 du championnat national de football de première division, la DE Lonato a livré son verdict ce dimanche 22 mars 2025. En ouverture au stade Omnisport de Lomé, Entente 2 a assuré le minimum face à Semassi FC battu 1-0. Une précieuse victoire qui permet aux jaunes et bleus de la capitale
de s'installer solidement dans la première moitié du classement. Après sa chute surprise lors de la 17e journée, l'ASEC a réagi de la plus belle des manières. À Ouelou, les chauffeurs de la COSA ont livré une véritable démonstration face à FC Espoir, battu 5-1. Dans le choc de Sokodé, l'ASCO est allé s'imposer avec caractère face à Unisport FC 2-1. Au stade Anani Chardé à Nero, l'AS Bolesou a confirmé sa belle forme en dominant l'AS OTR 2-1. Dans un duel serré, Dito FC s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'AS Tambo. Une victoire importante qui permet au Robot Rouge de se repositionner dans le classement. De son côté, l'AS Bina a réalisé un joli coup en déplacement à Kpalimé en battant Gomido FC 1-0. Un succès qui relance les cornes de la Bilan dans la lutte pour le maintien, tandis que Gomido continue de stagner dans la zone rouge. Dans une rencontre fermée au stade Omnisport de Lomé, AC Barracuda Étoile Filante se quitte sur un score nul et vierge. Un résultat qui reflète l'équilibre entre deux formations proches au classement. Au terme de cette 18e journée, l'ASEC conserve sa position de leader avec 42 points, suivi de l'ASCO 40 points qui reste en embuscade au leader. Derrière, Unisport FC 29 points, Bolesou des Lacs 27 points et le duo Barracuda Étoile Filante 26 points chacun anime la lutte pour les places d'honneur. Au bas du tableau, la situation reste extrêmement tendue. Simassi, Gomido et Espoir FC respectivement 12e, 13e et 14e ferment la marche, mais l'écart reste faible avec les équipes juste au-dessus, promettant une fin de saison haletante. Merci à Sonia Aminiko. Et on le disait en début, c'est donc la 19e journée qui démarre ce jour. Le calendrier complet avec Achou Saba. À l'unanimité des membres présents, Fifi a son... Oui, donc je passais plutôt au calendrier complet de la 19e journée, produit pour nous par Achou Saba. La 19e journée du championnat national de football de première division D1 Lonato s'annonce très alléchante. Ce samedi 28 mars, au stade municipal de Kara, la S Bina 10e avec 18 points moins 4 réserve son hospitalité à l'AS Bolesou 4e avec 27 points plus 2. Le début de la capitale oppose le 6e au classement, l'Étoile Filante à l'avant-dernier, Gomido FC au stade Omnisport de Lomé. Semassi FC, sous le coup d'une sanction, joue sa rencontre face à l'Athletic Club Barracuda au stade d'Atakpamé. Dimanche, l'association sportive de la COSA ASCO, qui a le vent en poupe, accueillera au stade de Kara l'Entente 2, victorieuse la journée précédente devant Semassi 1-0. Battu 2-1 par l'ASCO lors de la 18e journée, Unisport fera le déplacement à Atakpamé pour y affronter l'AS Tambo. À Tchévier, le FC Espoir 14e et dernier reçoit Dito FC au stade Dr Carlo. Enfin, le choc entre l'AS OTR 11e avec 18 points moins 6 et le leader ACK 42 points plus 22 va tenir en haleine le public du stade Omnisport de Lomé. Coup d'avoir 15h GMT. Et au-delà donc des joueurs, coachs, supporters, arbitres et autres, ceux qui sont encore très importants sur le terrain de jeu, c'est bien sûr les journalistes. Jeudi, l'association des journalistes sportifs indépendants du Togo a tenu à Lomé son assemblée générale ordinaire. Au sorti des travaux, Fifi Assogbavi a été réélu pour un deuxième mandat de 3 ans, occasion pour les membres de fédérer autour des missions de leur association. Le compte rendu est de Edem Atipo. À l'unanimité des membres présents, Fifi Assogbavi est reconduite à la tête de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo. Seule candidate en lice
Elle rempile pour un second mandat de 3 ans avec 100% des voix. Élue pour la première fois en décembre 2022 en remplacement de Innocent Agbewonou, Fifi Assogbavi siégera avec un bureau de 9 membres. La consolidation et l'innovation restent le leitmotiv. Nous allons continuer dans cette lancée-là, organiser chaque année des formations, organiser nos assemblées générales. Par rapport à notre équipe de football, nous ferons tout pour être sur le terrain. Je prierai chacun de vous à être un soutien pour notre bureau, pour qu'ensemble nous puissions travailler à l'éclat de notre association. Outre l'élection, le bureau sortant a présenté le bilan des 3 années écoulées. Il en ressort le renforcement des relations avec les institutions publiques et privées, l'organisation des formations à l'endroit des membres et le concours d'excellence dénommé la Nuit des I. L'implication des membres dans la vie associative étant le défi, ces derniers nourrissent des attentes pour ce nouveau mandat. On espère qu'ils pourront consolider les acquis qu'il y a déjà. J'espère qu'au cours de ces 3 prochaines années, il y aura encore plus de formation, d'innovation, tout ce qui peut permettre à nous les membres de nous améliorer, de nous perfectionner dans ce que nous faisons. Que l'association puisse mettre des formations régulièrement, pas annuellement, parce qu'à chaque moment, nous avons besoin de ce recyclage pour mieux aussi être performants dans nos différentes activités. Créée en 2016, l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo a pour mission de regrouper les journalistes sportifs, de défendre leurs intérêts et de promouvoir le journalisme sportif au Togo. Avec le secrétaire général de l'AGCIT, à la personne de Daniel Dodjani. Monsieur, ne dis pas, on t'a vu dans les images déjà. Dites-nous, SG, comment ça s'est passé la dernière fois? Ça s'est bien passé. C'est une assemblée générale normalement que nous devons tenir en décembre, mais compte tenu de certaines activités, on a dû repousser cet AG jusqu'en mois de mars et finalement on l'a tenu. Vous avez vu, les travaux sont bien déroulés et à la fin, Madame Fifi Assogbavi a été reconduite à la tête de cette association pour un second mandat de 3 ans. Les membres étaient venus de l'intérieur également, puisque AGCIT, à chaque fois que nous organisons une activité, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur, tous nos membres qui sont sur l'étendue du territoire national et qui sont bien attendus à jouer en règle avec l'association. Ah oui, une condition que vous posez. Oui, quand vous n'êtes pas en règle à jour avec l'association, l'association ne va pas dépenser pour vous faire déplacer, vous prendre en charge tout simplement. Et donc, ceux qui étaient à jour de leur cotisation mensuelle, il faut avoir le courage de le dire, ont effectué le déplacement. Nous avons eu des gens qui sont venus de Pagoda, de Sotoubois, de Sokodé. Nous avons eu nos amis d'Anero, de Vaughan, de Notien qui étaient là, de Palimé également qui étaient là. Il y a des amis qui sont venus de Daï qui ont participé à cette assemblée générale jeudi dernier à Lomé dans la salle du ministère de la Communication. Et le bureau a été en grande partie, le bureau sortant en grande partie a été reconduit pour un mandat de 3 ans. Il y a quand même 2 entrées dans ce bureau-là, au poste du secrétaire général adjoint, Elia Tikbo, qui a fait son entrée. Au niveau du 2e conseiller de l'association, nous avons Jordan Gaou, qui a fait son entrée dans ce bureau. Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est de nous mettre encore au travail pour pouvoir apporter un peu plus, comme les membres viennent de le dire tout à l'heure. Il faut des formations. Quand vous faites un travail, il faut de temps en temps se mettre à jour. Nous sommes comme des logiciels ou des applications. Et quand vous ne les mettez pas à jour, ça craque, ça ne fonctionne plus. Et je pense que c'est ce que AGCIT essaie de faire. Chaque année, nous essayons d'apporter quand même une formation. Le mandat écoulé, quand on avait démarré ce mandat-là, nous avons tenu
une formation à Takpamé qui a été déclinée en 3 phases. Le thème général était l'identité du journaliste. Et à travers ce thème, nous avons fait beaucoup de choses avec l'actuel rédacteur en chef de la télévision nationale, monsieur Dr Tchakbera, qui nous avait aidé durant les 3 années à nous perfectionner. On est allé jusqu'à apprendre des choses sur l'écriture journalistique, le choix des sujets, le choix des angles et tout. On a fait beaucoup de choses. Et pour terminer la dernière fois avec cet AG également, après l'AG, jeudi, nous avons tenu une formation vendredi. Et nous avons aidé nos membres à avoir plus d'informations sur l'utilisation des données à caractère personnel. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique et il faut avoir ces informations-là, surtout en tant que journaliste, savoir quoi publier, quoi dire, quoi écrire et tout. Ça nous aiderait à éviter certains problèmes. Et en plus de ça, nous avons fait également une formation sur l'utilisation de nos smartphones pour faire des prises de vue ou réaliser des interviews avec nos smartphones, interviews vidéo et aller également au montage. On parle de mobile journalism mojo. Nous avons initié nos membres à ça. Pour les 3 années à venir, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce qui manque peut-être, ce sont les moyens. On n'a pas assez de moyens. C'est le lieu également de saluer le dynamisme de notre présidente, Fifi Assobavi. Je ne suis pas en train de le faire entre griffes à Talakou, mais c'est quand même une dame qui se bat énormément pour cette association. Les 3 années que nous venons de passer, sans son apport, sans son courage, son dynamisme, on ne va pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Le bureau qui a été renouvelé, nous savons tous les conditions dans lesquelles ce bureau a été élu, avec des tumultes. Il y avait eu beaucoup de choses, mais elle a tenu jusqu'à la fin. Et ce second mandat, je pense que Dieu va nous aider à avoir encore plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre nos plans d'action. Et c'est le lieu également de dire merci au ministère de la Communication qui nous a accueillis la dernière fois, au ministère des Sports qui nous a accompagnés véritablement, il faut le dire, à la Fédération togolaise de football qui était là pour nous également, à d'autres partenaires qui nous ont soutenus dans cette activité-là, qui sont toujours là pour nous soutenir. Et je vais le dire encore, nous serons toujours là pour les déranger à nous accompagner, puisque nous en avons besoin. Ils ont compris qu'ils doivent vous aider à faire ce que vous faites, parce que ce que vous faites est bien. Oui, sinon, ils ne seraient pas là pour vous aider. Oui, voilà également ça. Et quand ils nous donnent des moyens, ils savent que nous utilisons ces moyens-là à bon escient. C'est pourquoi ils sont toujours là à nous accompagner. Je pense que pour le mandat à venir, surtout que nous allons célébrer nos 10 ans cette année en septembre prochain. Ah oui, ça va vite, hein? Oui, c'était en 2016. Ah oui. Nous sommes en 2026 et je pense que ces institutions, ces partenaires seront toujours là pour nous accompagner à aller de l'avant. Oui, tu avais dit, Fifi Assobavi qu'on salue au passage, elle se bat beaucoup pour les confrères, les membres de la GICIT. Et donc après l'AG, les membres de la GICIT se sont retrouvés pour une soirée de récompense. Trophées et tableaux d'honneur ont été donnés aux lauréats du concours d'excellence et aux partenaires. Et on retrouve Edem Atipoy. Une nuit, 6 trophées, 5 reconnaissances. La nuit des IA célébrait l'excellence des journalistes, l'appui des partenaires et la dévotion des membres de la GICIT. En présence des représentants des ministères, des responsables de fédération et de la présidente de la GICIT nouvellement réélue, cette soirée de récompense a primé les 3 meilleures productions journalistiques au sortir du concours. Sur le podium, Moumouni Souradi, lauréat dans la catégorie radio, Donaldo Basinga, premier en vidéo, et Donatien Ziga s'offrent le trophée dans la catégorie presse en ligne. C'est un honneur, c'est le fruit d'un travail acharné. À chaque sortie, à chaque article, nous faisons l'effort de faire la différence. Ce sont ces distinctions qui nous donnent encore de l'envie de mieux faire et de faire plus que ce qu'on avait l'habitude de faire. Je ne peux que dire merci d'avoir eu cette géniale idée pour promouvoir l'excellence au sein du monde du journalisme et
À l'endroit de nos sponsors, je ne peux que leur dire de nous faire encore et encore confiance. La Nuit des IA a également décerné des prix d'honneur au ministère délégué en charge de la jeunesse et des sports et à la Fédération togolaise d'athlétisme pour leur implication dans le sport. Le bureau exécutif de l'AGICIT a également attribué le prix de l'innovation à Radio Djena et des attestations d'honneur aux pionniers ayant contribué à porter la dite association sur les fonds baptismaux. L'AGICIT fait de cet événement une marque. C'est la deuxième édition de la soirée de récompense des prix de l'excellence. C'est une initiative lancée depuis l'année dernière pour primer les meilleurs journalistes au sein donc, de l'association des journalistes sportifs et indépendants du Togo. Pour cette deuxième édition, ça a été consacré aux activités footballistiques, c'est-à-dire le championnat de première ou deuxième division, les activités au niveau de la fédération, les activités de l'équipe nationale ou encore la Coupe d'Afrique des Nations qui a été récemment organisée et également d'autres disciplines. Il faut noter que les confrères ou bien les collègues, les membres ont touché un peu à toutes les disciplines sportives. L'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo fait son chemin et se veut une organisation visionnaire. Une organisation visionnaire, coach, voilà, les confrères, sinon l'AGICIT, qui donc tous les ans, à cette occasion-là, de pousser ses membres à l'excellence. Je crois que c'est important quand vous primez quelqu'un, vous lui donnez la possibilité, c'est une motivation supplémentaire, vous lui donnez encore davantage de possibilités à mieux faire. Et il va donc essayer de travailler encore beaucoup plus. Et d'autres vont essayer de rivaliser d'ailleurs pour atteindre ce niveau-là. Donc c'est une très bonne chose. Et AGICIT a fait déjà du chemin. Et AGICIT, par rapport à GST, a innové ici. Parce qu'il faut dire que nous étions en plein dans la presse sportive quand AGICIT est né. Et 10 ans, on ne l'a pas vu passer. Mais dans ces 10 ans, AGICIT a fait beaucoup de choses. Et cette soirée, et des galas pratiquement, cette soirée de récompense est une bonne chose à réitérer chaque année pour que ceux qui sont à l'intérieur du pays, pas seulement ceux qui sont à Lomé, se sentent appartenir à une corporation, bien sûr. Voilà. Oui, Daniel, et cette soirée, hier, vous y étiez, et voilà, les gens étaient primés, et qui est donc l'objectif de ce concours qui a été organisé. C'est la deuxième édition, vous avez Oui, c'est la deuxième édition. L'objectif, c'est de permettre à nos membres de bien faire ce qu'ils sont en train déjà de faire, de fournir encore plus d'efforts, de ne pas se dire, bon, on est déjà journaliste, on écrit déjà dans nos médias, dans nos organes, on va encore prouver quoi. Mais quand vous les mettez en compétition, ça permet à chacun de jauger un peu son niveau. Et s'il le faut, de rehausser son niveau, de devenir encore beaucoup plus compétent dans ce qu'il est en train de faire. Je pense que les membres ont compris cela. D'ailleurs, le prix catégorie radio a été remporté par un confrère de l'intérieur. Ce qui veut dire que les gens sont à l'obé, mais bon, voilà. Ça crée quelque chose, une certaine compétition saine d'ailleurs, hein, au sein de la corporation. Chacun cherche à évoluer, à se mettre en avant. Je pense que c'est l'objectif premier de ce prix d'excellence initié par l'AGICIT. Voilà, donc le bureau est mis en place jeudi dernier. Et pour les 3 ans à venir, les grands chantiers. Les grands chantiers, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos 10 ans à célébrer. 10 ans à célébrer. Oui, il faut rapidement aller voir des activités. Le nouveau bureau va se mettre rapidement au travail et mettre rapidement en place un plan de travail ou un plan d'action pour ces 10 ans-là, ce qu'il faut faire pour pouvoir aider encore plus nos membres. Et comme je l'ai déjà dit, nous, ce qui nous importe le plus, c'est la formation de nos membres. Et nous allons encore mettre en place d'autres thématiques
pour pouvoir aider nos membres à se perfectionner. Surtout ça, les formations. Puisque si vous êtes une association professionnelle, vous ne pouvez pas juste être là, cotiser à la fin de chaque mois ou se retrouver, célébrer, fêter et tout. Non, il faut former ses membres. Surtout que nous faisons un travail, vous savez, aujourd'hui, tout le monde n'est pas sorti d'une école de journalisme, mais quand même, les gens font de bon travail. Et ces gens-là, il faut les encourager, leur donner encore plus d'outils d'aller de l'avant dans ce qu'ils font. Je pense que tout le bureau qui a été élu, la présidente Fifi Assobavi, le vice-président Latif Nourman, la trésorière Edvija Pedo, son adjoint Ali Koura, le secrétaire général que je suis, Eliatipo, l'adjoint, le chargé à l'organisation, Grégoire Attignon, les deux conseillers, Abel Isidodi et Jordan Gaou. Nous savons que c'est une grande mission que nous nous sommes donnée et je pense qu'on aura la force nécessaire, les moyens nécessaires pour pouvoir relever le défi et aller au bout de cette mission-là. Mais comment devient-on membre de l'AGC, de l'AGCIT? Oui, vous êtes journaliste sportif, vous faites la demande d'adhésion auprès du secrétariat général et si vous remplissez les conditions, vous payez votre droit d'adhésion qui est, si vous le voulez, à 10 000 francs seulement. Oui, à 10 000 francs seulement. Et vous êtes membre, vous avez votre carte de membre et vous cotisez chaque fin du mois 1 000 francs par mois. C'est insignifiant. C'est insignifiant en tant que journaliste sportif. Voilà. Bonne chance donc à la nouvelle équipe. Hein? Oui, merci. Je pense que vous serez également derrière nous, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la TVT nous a accompagnés durant toutes ces années. La TVT est toujours présente. Merci à vous, merci à la direction générale de la TVT. Je pense que vous serez toujours à nos côtés. Oui, je pense que c'est la même des choses pour la télévision togolaise et pour le ministère de la Communication. Sport de précision, de patience et de tradition, c'est le golf. Nous allons bien le découvrir après ceci. Il reste encore méconnu du grand public togolais. Il s'agit bien de là du golf. Pourtant, derrière cette discipline discrète se cache une histoire riche, marquée par un arrêt brutal et aujourd'hui, pour la volonté de renaissance. À découvrir avec Laurent Roumavo. Au Togo, il existe une discipline sportive discrète, presque invisible. Un sport qui ne fait pas de bruit, mais qui raconte une histoire. L'histoire qui remonte à plusieurs décennies. Le golf au Togo est indissociable de l'histoire coloniale du pays. Il voit le jour dans les années 1960, vraisemblablement à l'initiative de la communauté expatriée, diplomates, coopérants et hommes d'affaires européens, dans un contexte où le golf était partout en Afrique occidentale, réservé à une certaine élite. Le golf a été introduit au Togo dans les années 1960 et le premier club a été enregistré en 1965 et c'est par le biais d'un Français. Il était appuyé par un Togolais, Dovi Akoé. À l'époque, il y avait quelques trous. Ils ont commencé par agrandir ça jusqu'à avoir le parcours que nous avons actuellement. Le golf club de Lomé s'installe à Agoué sur un domaine de 25 hectares. Ce parcours de 9 trous s'ouvre effectivement en 1965. Il fait du Togo un des rares pays d'Afrique subsaharienne francophone à disposer d'une infrastructure golfique dès les premières décennies de son indépendance. Malgré sa taille modeste, le Golf Club du Togo acquiert une réputation qui dépasse ses frontières. Le très prestigieux R&E Golf, l'une des plus anciennes institutions du monde, basée à St. Edwards en Écosse, lui offre au début des années 2000 un lot de matériel destiné à améliorer ses équipements. Une distinction rare qui témoigne du sérieux des acteurs locaux malgré les moyens limités. 19 février 2021 marque une rupture brutale. Le Golf Club du Togo ferme définitivement ses portes, victime d'un conflit foncier dans un domaine pourtant théoriquement classé zone verte inconstructible. Les pelleteuses s'attaquent au terrain et au green. Le bilan est lourd. 120 personnes se retrouvent au chômage. 20 espoirs togolais ne peuvent plus s'entraîner pour les compétitions régionales et internationales. Quelques semaines plus tard, une réouverture partielle est tentée, mais
sur un parcours amputé de 20 trous. Le tournoi historique dans la vie du Golf Club du Togo intervient le 4 juin 2022 avec la création officielle de la Fédération togolaise de golf, FT Golf, à Lomé, avec 12 clubs fondateurs. Ofer Komlan Sylvestre en devient le premier président. La FT Golf obtient la reconnaissance des autorités sportives avant son affiliation à la Confédération africaine de golf en 2023 et ensuite à la Fédération internationale de golf. En février 2024, Agbavon Kokou Charles est élu président du FT Golf, succédant à Ofer Komlan Sylvestre. Depuis le début 1962, jusqu'à avoir le premier récépissé en 1965, c'est le seul club, notamment le Golf Club du Togo, qui existait. Mais avec des activités pour créer déjà l'association des golfeurs professionnels, il y a un arrêté interministériel depuis 1990 qui disait que pour avoir une fédération, il faut que la discipline sportive soit pratiquée sur les 2/3 du territoire national. Donc il a fallu qu'on crée des clubs à l'intérieur, notamment à Kara, Sokodé, Balimé et même à Dapan. Dès l'élection du nouveau bureau, l'exécutif envoie un signal fort. L'organisation de l'Open du Golfe de Lomé du 23 au 28 juin 2025. Sur la scène internationale, le golfe togolais décroche la première place à l'Open du Nigeria et la deuxième place à l'Open de Ouagadougou la même année. Le golfe togolais retrouve de la visibilité. La petite balle blanche se pratique sur le green du départ à l'arrivée. On a le comptage des points pour déterminer le vainqueur. Le golf, il faut tout d'abord comprendre que c'est un sport anglo-saxon. Donc la majorité des termes sont vraiment étymologiquement anglais. Donc vous aurez constaté sur un parcours de golf, on a 18 trous, qui veut dire 18 parcours. Donc vous jouez de 1 à 2 jusqu'à 18. Et on fait la sommation de chaque point obtenu sur les 18 parcours. Et c'est le minimum de points qui te fait gagner. Si vous jouez entre deux personnes, il faut que là où il y a le drapeau, les petits drapeaux, donc c'est dans le trou là. Donc par exemple, on détermine maintenant une distance. Tu dois être en mesure de mettre dans le trou. Le nombre de coups total du golf, c'est 72 coups. Donc quelqu'un peut faire maintenant moins de 72. C'est côté professionnel ça. Quand on joue, on totalise tout maintenant. On verra que celui qui a fait le moins de coups de la partie, donc c'est lui qui est le gagnant. Depuis peu, le Golf Club exploite également le cadre de l'hôtel Sarakawa, offrant un second espace de jeu aux amateurs de la capitale. Les clubs sont présents dans plusieurs villes du pays. Kara, Sokodé, Balimé, Dapaon, laissant entrevoir un potentiel de démocratisation réel. Par le passé, on ne parlait même pas de golf à l'intérieur du pays. Mais maintenant, nous initions les jeunes là-bas à jouer. Nous les formons, même pas plus que la dernière fois, on était encore à Kara. J'ai trouvé que c'est un bon sport. Et comme je le pratique à l'extérieur, j'ai pensé à Kara. D'abord parce que je suis de Kara et de deux, parce que je pense que c'est une grande ville, une ville avec beaucoup d'atouts touristiquement. On va commencer par les jeunes, des petits-enfants. Déjà, l'âge de 6-7 ans, c'est l'idéal. Tout le monde participe au golf maintenant. C'était les riches qui étaient à l'origine. Eux, ils venaient jouer et discuter affaires. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours les riches qui jouent plus. Mais quand même, les jeunes, eux, ils peuvent gagner leur vie. Par exemple, un jeune peut devenir rapidement un moniteur, il peut rapidement devenir aussi un golfeur professionnel. Et en participant à des tournois, lui gagne des compétitions et là, lui, ça devient une fonction pour lui. Malgré ces développements, la discipline est confrontée aux multiples défis. Nous avons plusieurs défis. D'abord, faire comprendre aux Togolais que le golf, c'est un sport. Il y a des jeunes qui disent « Ah, mais c'est le sport des vieux ». Non, c'est que les vieux peuvent pratiquer. C'est l'unique sport que vous pouvez pratiquer à 90 ans, 100 ans, tant que vous marchez. Les défis aussi, c'est des défis financiers. Et on a un golf club adéquat. Parce que 9 trous, ce n'est pas assez. Il nous faut un golf de 18 trous. Pour former les jeunes, il faut des moyens. Parce que les jeunes, ils veulent jouer. Moi, je connais beaucoup, les jeunes, ils veulent jouer, c'est vrai. Au début, nous, on les soutient économiquement de notre poche. Mais jusqu'où on peut aller? Le parcours d'Agoué reste la principale installation du pays. Briser l'image de sport élitiste, le coût des équipements reste un frein à l'accès au plus grand nombre. Au-delà du terrain, le golf est aussi un levier stratégique. Attractivité touristique, réseau des affaires et coopération internationale. C'est un sport qui rapporte, c'est un entrepreneuriat aussi, c'est business. Ça apporte des touristes riches, pourquoi pas? Donc je me confie aux autorités de nous aider vraiment, de mettre le paquet
pour nous aider à remonter ce défi, parce que c'est un grand défi. Sur chaque terrain improvisé, dans chaque geste encore hésitant, dans chaque regard tourné vers l'avenir, une conviction demeure. Le golf au Togo se transforme et se réinvente. Il suffit d'un simple coup de pouce pour relancer toute une histoire. Et ceci nous amène à une nouvelle dimension de notre magazine, le rendez-vous de la tribune togolaise avec un ancien sportif. Que sont-ils devenus, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Une rubrique, cette rubrique nous intéressons aujourd'hui à un pongiste, Kaka Lawson, considéré comme le meilleur du Togo. Edem Atipou est allé à sa rencontre pour parler de son passé et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Découvrons. Nouvelle aventure, nouvelle énergie, nouvelle dynamique, c'est dans ce nouveau numéro de votre rubrique Que sont-ils devenus, qui s'intéresse à un sport et à un homme qui est une légende de son domaine. Il est pongiste, tennis de table, et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous recevoir à son domicile. Et tenez-vous bien, c'est une bibliothèque de ce sport, puisqu'en 1971, à l'âge de 16 ans, aux Jeux afro-asiatiques de Pékin, il a eu l'honneur d'être le premier Africain à battre au tennis de table un champion chinois. Il était le numéro 1 chinois, Tiao Wenyueng, à 16 ans, je le rappelle. Et il nous fait l'honneur aujourd'hui de nous recevoir à son domicile pour parler naturellement de son parcours, de ce qu'il a réalisé, de ce qu'il a fait après sa carrière et surtout de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Puisque nous parlons de M. Lawson Kaka, qui nous fait l'honneur de nous recevoir à son domicile. Bonsoir M. Lawson et merci de nous recevoir. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir chez moi. Et comment ça se passe à la maison? Tout se passe bien. Le boulot, ça va, nous sommes à la retraite, mais nous continuons à bosser toujours. D'entrée, dites-nous comment êtes-vous venu au tennis de table, puisqu'on savait qu'il y avait beaucoup de sports qui faisaient drainer beaucoup de personnes, le handball, le football, le volley. Vous avez choisi un sport assez particulier. Pourquoi le ping-pong? Moi, je suis issu d'une famille de sportifs. Mon papa, mes oncles étaient tous des footballeurs de l'Étoile filante. Et ils étaient tous joueurs de tennis. Donc moi, très tôt, très petit, je suivais mon papa au tennis. Je parle de lawn tennis. Mon papa était un arbitre international de tennis. Mon oncle Victor Lawson a été champion d'Afrique de l'Ouest de tennis. Mes papas étaient les ténors de l'Étoile filante de Lomé en football. Donc je suis issu d'une famille vraiment sportive. J'ai évolué dans 3 fédérations différentes. La fédération togolaise de tennis, la fédération togolaise de tennis de table et la fédération togolaise de handball. J'ai joué à ces 3 sports à un certain niveau. Alors, je suis venu au tennis de table par le biais d'un ami avec qui on allait jouer au tennis. Un jour, il m'appelle, me dit, mais j'ai découvert un sport qui se pratique au centre communautaire d'Adjambakome. Et c'est là où il m'a amené au centre communautaire d'Adjambakome et j'ai découvert le tennis de table là-bas. Une fois, j'ai entendu que l'équipe nationale ou bien des gens jouaient au foyer Pie-XII à Lomé. C'était un centre des catholiques. Donc, je suis allé un jour là-bas. Je me suis présenté, j'ai vu un monsieur. J'avais du culot en ce moment. Je me suis présenté à lui. Je lui ai dit, mais monsieur, j'aimerais jouer avec vous. Il m'a dit, petit, toi, tu viens d'où? Je dis, mais je sais jouer. Il dit, vous savez jouer? Bon, ramasse-nous un peu les balles, après on verra. Donc, j'ai ramassé les balles. Puis à la fin, il m'a tendu sa raquette. Et puis, on avait commencé à taper dans la balle. Et il disait aux autres, regardez-moi ce petit-là. Il va quoi là, de vie là. Mais il est pour voler. Et puis, quelques temps après, il est venu chez moi à la maison. Et il m'a dit que, écoute, on t'a vu jouer la dernière fois, tu as de très belles dispositions pour faire un champion. Il m'a dit ça. Ce monsieur s'appelle Yaka Pamal.
Et c'est lui le fondateur de la Fédération togolaise de tennis de table. Alors, il fut mon premier entraîneur. Et au bout de quelques temps, la Fédération togolaise de tennis de table, bien l'équipe nationale, devait faire un voyage amical sur Cotonou. Alors, il est venu voir mes parents et a demandé la permission pour m'y amener. Et c'est comme ça que ma première sélection fut faite. Et l'un des moments les plus marquants et émouvants de votre carrière reste cette année 1971 à Pékin, en Chine, où vous aviez pu battre le numéro 1 chinois, Xiao Wenwen, à seulement 16 ans. Racontez-nous comment ça s'est passé, les conditions dans lesquelles vous aviez pu battre un Chinois qui est une première pour un Africain à cette époque. C'était le moment où la Chine voulait s'ouvrir sur le monde. Donc c'était un tournoi sur invitation. Donc le Togo et tous les pays africains étaient conviés à ce tournoi. Donc j'ai perdu mon premier match contre le numéro 2 ou 3 chinois. Un autre Togolais a perdu, un troisième a perdu. Je suis revenu jouer contre le champion de Chine. Et c'est là, je ne sais pas par quelle alchimie, j'ai pu battre le champion de Chine. À la fin du tournoi, tous les journalistes africains m'entouraient, me demandaient comment j'ai fait pour gagner. Ils ont remarqué qu'à un certain moment du jeu, j'ai changé de tactique, je faisais ça. Moi, j'étais insouciant. Je ne savais même pas ce qu'on appelait tactique de jeu en ce moment, ni stratégie de jeu. Moi, je jouais avec insouciance. Quand ils voyaient que j'étais petit, ils me faisaient des balles hautes. Donc, j'avais des difficultés à smatcher. Donc, la balle montait très haut et je smatchais. Et puis, j'ai eu l'idée de faire un amorti. Quand j'ai fait un amorti, il a couru, il a tapé, il a écrasé la balle, il a pris le point. La salle a explosé. Donc, il a trouvé sa tactique. Donc, il a encore remis la même tactique. Et je smatchais, il relançait. Je smatchais, il relançait. Je smatchais, il relançait. Et puis après, j'ai fait encore mon amorti. Donc, il a couru, il a encore smatché du revers très fort. Et moi, par hasard, j'ai mis ma raquette et la balle est retournée là-bas et j'ai gagné le point. Alors là, la salle était vraiment, c'était fou. Hein? Donc, c'est là où je crois quand je revois avec le recul, avec mon Turc de champion aujourd'hui, je vois qu'il a paniqué un peu, que ça l'avait beaucoup touché. Le point l'a un peu anéanti. Et quelles sont les grandes compétitions auxquelles vous aviez pris part, que ce soit sur le plan régional, sous-régional, continental et international? Mon aventure avait commencé par Cotonou. Ensuite, on était allé à un championnat d'Afrique de l'Ouest au Ghana, à Accra. Et je fus partie de la délégation, mais pas en tant que cadet, mais en tant que senior. Et ce fut réellement ma première sélection. Hein? Au Bénin, c'était un match amical, mais à Accra, c'était les championnats d'Afrique de l'Ouest. Donc, j'étais resté dans l'anonymat. Et puis après, il y a eu un tournoi, l'Open du Nigeria. On m'a toujours amené au Nigeria. Et j'ai déjà commencé à battre certains bons joueurs. Et puis après, quelques temps après, à Lomé, au Togo, j'étais devenu le meilleur. À part le tournoi afro-asiatique, c'était en 1971. En 1973, on était encore à ce même type de tournoi, mais élargi. C'était devenu le tournoi Afrique, Asie et Amérique latine. On avait encore joué contre la Chine, mais je n'ai pas pu encore battre un Chinois. Donc après ça, on avait participé en 1974 pour la première fois au championnat d'Afrique de tennis de table. Il y avait le ministre Voulé Frititi qui prenait tous les sportifs, tous les jeunes sportifs en estime. Hein? Il nous aidait énormément. Dans le temps, nous, on ne payait pas l'écolage. C'est le ministère qui payait l'écolage. Le ministère mettait à notre disposition des répétiteurs pour rattraper le temps perdu.
Parce que certains moments, quand on est né à Chine, c'était pour 3 semaines. Moi, j'étais en 4e en ce moment, j'ai laissé les cours pendant 3 semaines. C'est énorme. Puis il nous dit, mais Kaka, pourquoi vous n'avez pas pu être champion d'Afrique, vous? Je dis, mais les autres sont plus forts que nous. Ils avaient beaucoup plus de compétition, et ils avaient de grands entraîneurs. Il me dit, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez champion d'Afrique? Moi, naïvement, je lui ai dit, mais envoyez-nous en Chine, monsieur le ministre. Avec mes idées de jeune, j'avais quoi, 16, 17, 18 ans. Il me dit, envoyez-nous en Chine. Il dit, non, je ne vais pas vous envoyer en Chine. Je vais faire venir des entraîneurs chinois à Lomé. C'était en 1976. Moins d'1 an, on a un entraîneur chinois. Et on avait commencé les entraînements. C'était pour les préparatifs des 3e Jeux africains d'Alger, qui s'étaient déroulés en 1978. Donc, on avait eu notre entraîneur chinois et son interprète. On s'entraînait pratiquement 4 à 6 heures par jour. Et après votre carrière aussi riche que fournie, et dans quelles conditions avez-vous laissé le tennis de table et comment ça s'est passé? Alors, j'ai raccroché en 1995. J'avais, je crois, 41 ans. Et mon dernier tournoi était les Jeux africains de Harare, au Zimbabwe. Alors, j'ai vu des jeunes pointés qui jouaient vraiment bien. Et j'ai vu également que nous sommes arrivés à envoyer quelques-uns de nos meilleurs jeunes en France et aux États-Unis. Et ces joueurs étaient déjà prêts pour prendre la relève. Donc je me suis dit, mais... Et en ce moment-là, j'étais entraîneur-joueur. Vous voyez? Je me dis, bon, j'ai l'impression que je suis en train de prendre encore la place des jeunes, que je suis en train de bloquer peut-être l'évolution ou l'éclosion d'un jeune. Quand bien même j'étais encore le meilleur, ou parmi les meilleurs, mais je me dis, mais jusqu'à quand ça va continuer? Il va falloir un jour ou l'autre céder la main. Donc c'est la grande motivation, c'est la confiance que j'avais faite aux jeunes qui poussaient derrière nous. Et beaucoup d'eau a coulé sous le pont et aujourd'hui, vous en êtes là. Et comment a été votre reconversion et qu'est-ce que vous aviez fait après votre carrière? J'étais entraîneur national, joueur. J'étais joueur et entraîneur. Puis après, j'ai été nommé directeur technique national à la Fédération togolaise de tennis de table. Donc, je cumulais ce rôle d'entraîneur et de directeur technique national. Puis après, je suis resté DTN. On a nommé d'autres entraîneurs nationaux. On a fait des réformes. On a nommé d'autres entraîneurs nationaux sur moi et sur les différentes catégories d'équipes. Donc voilà, j'étais resté DTN. Et puis après, tout en étant DTN, je suis resté directeur sportif de mon club de tennis de table, l'Étoile filante de Lomé. Je suis resté directeur sportif. Et ma vocation était la formation des jeunes. Travailler à la base, c'est ce que je fais. Moi, tous les jours, tous les samedis matins, je suis au lycée Tocoin. J'entraîne tous les jeunes qui sont là. Qu'ils soient de mon club ou d'autres clubs, moi je les rassemble, même aujourd'hui. Si vous venez au lycée Tocoin samedi, vous allez me voir à l'entraînement avec les jeunes. Et en plus, j'ai été nommé en 2004 expert de la Fédération internationale de tennis de table. Et aujourd'hui, et c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de téléspectateurs, qu'est-ce que M. Lawson Kaka est devenu aujourd'hui? Que fait-il et comment il vit? J'étais professeur d'éducation physique et sportive à la retraite, mais je donne encore quelques cours de tennis de table à l'Institut national des sports en vacation. Et actuellement, je suis le directeur national chargé de développement et de la détection de talents au niveau de la Fédération togolaise de tennis de table. Financièrement, je suis sur ma pension. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les pongistes togolais, l'ensemble des acteurs? Bon, j'ai été à la base de l'éclosion de beaucoup de jeunes. On a une dizaine de jeunes qui évoluent en France actuellement.
je fus l'un de leurs entraîneurs, sinon leur entraîneur. Alors, je garde de très bonnes relations avec eux. J'ai eu à former certains que j'ai pris à partir de 9-10 ans. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet échange. Et M. Lawson Kaka, quels sont vos conseils et vos souhaits pour les jeunes et le tennis de table au Togo? Alors, mon conseil à l'endroit de tout jeune sportif, pas seulement des pongistes, c'est le travail ne trompe pas. En matière de sport, c'est le travail, tant physique, technique que tactique. Mais maintenant, de nos jours, il faut se forger un mental de fer. Alors, de deux champions, le meilleur, c'est celui qui a un mental très fort. C'est là où j'exhorte aussi les autorités à inclure dans leur plan de développement des préparateurs psychologiques au sein de toutes les équipes. Moi, je dirais, je n'ai rien contre le football, mais mettez-nous le 10e de ce qu'on fait, on met à la disposition de la Fédération de football pour un seul match, pour une seule sortie de l'équipe nationale. Mettez-nous le 10e à notre disposition. Vous allez voir ce que nous allons faire dans beaucoup de disciplines dans ce pays. Merci aussi à vous et à la TVT pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Alors, et je crois que c'est une bonne émission à réaliser parce que nous sommes perdus. Il y a des gens, personne ne se souvient d'eux. Je crois que par des émissions pareilles, les gens vont se dire « Ah, il y a eu un certain Kaka Lawson dans l'histoire du sport togolais. » Et merci pour ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin et mention spéciale à l'équipe de tournage chapeautée par Kodjovi Matelo qui est le lundi, tout comme M. Lawson Kaka et moi. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes sur la télévision togolaise. Au revoir. Que c'est sûr, tout ce qu'on vient de suivre. Ah oui, chez coach. Peut-être que vous l'avez encore croisé, mais Lawson Kaka reste encore ce monsieur qu'on a connu hier, mais aujourd'hui, beaucoup plus de la formation. Oui, c'est une référence, c'est une référence pour le sport togolais. Lawson Kaka, à un certain moment, quand on en parle, c'est sur tout le continent. Et il a seulement formé des gens au Togo, mais il a formé beaucoup d'entraîneurs de sport dans les pays francophones d'Afrique. À un certain moment, c'est lui qui formait les gens dans les pays francophones d'Afrique. Et lui-même, grand champion, il a ramené beaucoup de médailles pour le Togo. Oui. Donc c'est vraiment un grand champion. Il a dit quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui ne démissionne jamais. Vous pouvez commencer le match, vous le battez sur le premier set, il va revenir toujours. Il revient toujours. Voilà. Et il vous gagne à la fin. Donc c'est un monsieur que j'ai rencontré à plusieurs reprises parce que j'ai travaillé beaucoup plus avec donc, des jeunes qu'il a formés qui sont actuellement en France, qui reviennent de temps en temps au pays pour offrir le matériel pour les pongistes togolais. Et j'ai eu la chance de créer un temps avec des amis la formation de tennis de table à Europe et il nous a formés en tant qu'entraîneur justement au niveau de ces centres-là à l'intérieur du pays. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le sport togolais, surtout sur le plan de tennis de table. Quand les tennis de table du Togo voyagent et que des fois il part comme entraîneur et les jeunes commencent par prendre de l'eau, lui-même il vient, il renverse donc tout pour que le Togo puisse gagner. Donc c'est vraiment un monsieur au mental de fer. Et c'est ça qu'il faut pour les sportifs. Oui, voilà, et cette rubrique que nous avons initiée, animée bien sûr par Edema Tipoué, que sont-ils devenus? Quelle est votre appréciation de cette initiative? C'est très important, c'est très important. La jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas que les gens ont mieux fait le sport avant eux. Et il faut leur montrer cela, il faut que les gens puissent apprendre justement des autres. Et lorsque un jeune arrive à comprendre et à savoir qu'il y a eu les meilleurs par le passé, il essaie de travailler mieux. Il y a beaucoup de Togolais qui ont fait de très bonnes choses, qui se sont montrés sur le continent, qui se sont montrés ailleurs. Il y a des Togolais qui ont joué
Par exemple, au niveau de la Coupe du Monde, avant même que le Togo n'aille à la Coupe du Monde, c'est ça. Et je crois les Tommy, les Kaolo ont été sélectionnés dans l'équipe d'Afrique comme le reste du monde après une Coupe du Monde. C'est ça. Ils sont partis jouer sur ce match-là, où après la Coupe du Monde, on a sélectionné des Africains. Et on a fait une équipe africaine dans laquelle Tommy et Kaolo ont joué. Sylvestre Tommy vit encore. Donc ça voudrait dire que par le passé, les gens ont mieux fait le sport que nos jeunes frères pratiquent aujourd'hui. Si ces gens sont encore vivants, c'est l'occasion pour eux, si la TVT leur révèle la présence de ces gens-là, de les approcher pour mieux apprendre. Et on va leur donner la réalité de ce qu'il faut pour avancer dans cette discipline. Voilà, Daniel, j'étais resté à soif, s'il faut le dire. Suivez bien sûr l'élément sur Kaka Lassana. Oui, les gens ont vécu, comme on a l'habitude de le dire. Dans toutes les disciplines sportives au Togo, nous avons des légendes. Mais ces légendes ne sont pas connues. Et je pense que c'est un travail que vous venez de commencer ici à la TVT pour montrer aux yeux du public ce que les gens ont fait pour ce pays sur le plan sportif. Et je pense que d'autres acteurs sont là et vous allez à leur rencontre pour nous les révéler. Un adage de chez nous dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si vous savez comment les autres ont fait avant vous, ça vous aiderait à vous surpasser et à mieux faire. Si on n'a pas d'exemple, on croira que nous sommes les meilleurs alors qu'il y a eu des meilleurs avant nous. Je pense que c'est un travail louable que vous êtes en train de faire et je vous souhaite bon courage. Merci. Merci beaucoup. Et allez de l'avant. Merci Daniel. Merci au coach. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bien, chose à la famille Agicite. Ah oui, Agicite, je n'y manquerai pas. Et à la GST aussi. Non, moi je suis hors des deux. D'accord, merci bien. Quand les deux étaient formés, j'étais à GST. Quand on a formé Agicite, et je devais intégrer Agicite, je me suis dit, non, je ne veux pas de polémique. Très bien. Par rapport à ma position. Merci, coach. Ce serait tout pour cet après-midi. Merci à l'équipe de la régie et aux deux caméramans qui sont avec nous. J'ai nommé les caméramans Aglébé et Assis, au chef d'édition Tienpiutba et Adadiatou Ido. Merci à vous qui nous avez suivis, spécialement à la population de Tablibo, Pokondi et de Sikakondi, toujours dans le Yoto. Bon week-end à tous, gardez le sourire, il est thérapeutique. Au revoir.